Et moi, je suis parti sur les maths ENSG pour l'École nationale des sciences géographiques. J'ai aucun regret, je suis très content. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Théo qui va nous présenter son école qui est l'ENSG. Et on commence tout de suite. En tout premier, est-ce que tu peux me parler de ton parcours au lycée? Quelle série options tu as fait? Donc toi, je pense que c'était Bac S. Bac S. Ok. Est-ce que tu avais des options allemand, anglais? Oui, j'ai fait latin. Ok. J'ai fait l'option latin, j'ai fait l'option histoire aussi. On avait la possibilité de faire histoire en terminale. Et j'étais en spé-mat. Quel genre d'élève tu étais au lycée? Est-ce que tu étais devant, derrière, beaucoup bossé au dernier moment? C'est une bonne question. J'étais entre la seconde et la première, j'étais plutôt dans les premiers. Okay. J'étais dans un lycée à Valence, qui était un lycée privé, mais pas spécialement très fort. Et je me débrouillais bien. Ensuite, j'ai déménagé à Brest, donc j'ai intégré le lycée naval de Brest en terminale. Donc j'ai intégré un lycée militaire qui fait que c'était un peu étrange d'arriver dans un lycée militaire déjà, et ensuite d'arriver en terminale. C'était quelque chose d'assez fou parce que les gens avaient déjà 2 ans ensemble. C'était un peu microcosme. Ouais. Et donc moi j'arrive sans amis et tout, mais bon, j'ai été très bien intégré. Et par contre le niveau dans ce lycée-là était bien plus élevé, et donc j'étais plutôt dans le ventre mou. Et par conséquent, je me mettais plus à l'arrière dans ma classe. Qu'est-ce que tu as mis sur... Alors, c'était Parcoursup pour toi ou pas? C'était quoi avant Parcoursup? APB, non? Ouais, ça devait être ça. C'est ça. Ok. À quoi tu as postulé? Qu'est-ce que tu as eu? Justement, ça rebondit à ce que j'ai dit juste avant. Ouais. Puisque j'étais dans un lycée militaire, j'avais vocation à devenir officier. L'idée, ce que je voulais, c'était de devenir officier dans la partie sous-marinier. Ok. Pas que mon objectif était d'être à la retraite assez tôt. Ok, d'accord. Voilà un peu l'objectif. Et donc j'ai pas spécialement grand chose. Il y avait une prépa qui était intégrée au lycée naval. Enfin, c'était pas une prépa intégrée, mais c'était une prépa qui fait partie du lycée naval. Okay, et donc je savais que j'étais pris dans cette prépa. Et donc j'avoue, je me souviens plus exactement si j'ai eu d'autres prépas. J'avais dû assurer le coup en mettant d'autres prépas. Mais je savais pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, à part le côté militaire, on m'a dit vas-y, fais une prépa, c'est la voie royale. Okay. Bon, c'est un peu le côté, c'est mon père qui était dans la marine qui me disait ça, et donc j'ai un peu suivi suivi le mouvement, et souvent c'est un peu comme ça. Et donc oui, sur la question initiale qui était qu'est-ce que tu as mis sur APB, je me souviens plus trop. Mais, okay. Mais sûrement cette prépa. Ok, et du coup tu as eu cette prépa et tu y as... Voilà, c'est ça, j'ai intégré la prépa pour 2 ans. Est-ce qu'elle avait un nom spécifique cette prépa? Parce que je pense que je sais pas si tu connais les différents types de prépa. Est-ce que c'était une prépa militaire ou est-ce que c'était une prépa NPSI, donc plus maths? Okay. C'était NPSI? J'ai compris. Oui, j'ai intégré une prépa NPSI pour faire ensuite MP derrière. Et dans cette prépa, il y avait aussi PCSI, mais c'était les deux classes qu'on pouvait faire. Okay. Il y avait vraiment pas beaucoup de choix. Donc c'était vraiment soit tu fais beaucoup de physique et de chimie, soit tu fais beaucoup de maths. Et toi, t'as pris maths. Et moi, je suis parti sur les maths parce que j'étais plus à l'aise qu'en physique, tout simplement. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta prépa? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu des difficultés? Enfin, c'était une bonne expérience, une mauvaise expérience? Pour être tout à fait honnête, c'était une très bonne expérience. Alors, d'une part parce que j'étais en internat, donc voilà, t'es entouré de... Ouais. T'es constamment avec d'autres personnes, t'es dans tes chambres, t'as des copioles. Moi j'étais dans une prépa donc militaire, donc il y avait des traditions, il y avait tout un écosystème qui était assez surprenant vu de l'extérieur, un peu sectaire d'ailleurs. Ouais. Alors après c'est lycée naval, donc ça reste assez soft, mais t'as d'autres prépas militaires genre Saint-Cyr par exemple, t'as Autun, après t'en as une autre, les Pupilles de l'air à Grenoble,
Bref, il y en a d'autres qui sont un peu plus énervés sur les traditions. Mais sinon, en gros, nous le matin, par exemple, on se levait, on devait faire notre ligne, on avait un appel à 7h45. Et ensuite on allait en cours. Donc super expérience parce que ouais, j'avais l'impression d'être un peu plus libre puisque j'étais plus chez mes parents. J'étais vraiment dans ce microcosme avec les copains. Et oui, il faut savoir que il y avait quand même des filles dans ce lycée-là. C'était assez mixte. Dans la prépa, c'était. Et dans la prépa, il y avait. Ouais, non, il y avait, je pense sur une classe de 25 personnes, il devait y avoir 5 filles. Donc ouais, c'était assez masculin. Oui. Assez masculin comme prépa. Ok. Comment s'est passée ton admission à l'ENSG? Alors, mon admission dans le sens mon intégration ou... Non, vraiment les épreuves, comment elles se sont passées? Encore une fois, puisque j'étais vraiment dans un cycle militaire, on préparait uniquement les concours militaires, c'est-à-dire l'école navale, qui est une école désormais sur Centrale, et ensuite tu avais aussi l'école de l'air et Saint-Cyr, qui était sur CCP, donc un autre concours. Moi je visais, donc pour faire sous-marinier, je visais Centrale, concours central l'école navale, que je n'ai pas eu. Il faut savoir que dans un lycée militaire, alors ça a peut-être changé, mais je crois que l'année d'après ça avait changé, c'est que tu pouvais pas redoubler dans ton lycée militaire si tu faisais des concours civils. Et donc, nous on était vraiment focalisés sur ces écoles militaires, et donc j'avais aucune idée des autres écoles civiles. Et c'est ça le problème, c'est que, c'est un peu c'est pas une déception, mais un regret peut-être, c'est que je ne me suis pas ouvert l'esprit sur les écoles, par exemple, arts et métiers, qui auraient pu bien me plaire, ou d'autres écoles, genre l'INSA, des trucs, des écoles un peu stylées. Et donc, bon, bref, comment je suis arrivé à l'ENSG, c'est que, donc j'ai pas une école que je voulais, qui était navale. Et puis aussi, je voulais pas redoubler, je voulais pas faire cube. Parce que je commençais à grandir et je me rendais compte que si je retournais si j'allais dans une école d'officiers en retapant, tu vois, en cubant, je retourne dans une école, j'allais avoir les mêmes personnes à peu près autour de moi. Donc, je sais pas, je me suis dit, pour ma vie, est-ce que j'ai vraiment envie de faire militaire? L'école, c'est beaucoup de panache, c'est beaucoup de style. T'as ton uniforme, si tu vas à Saint-Cyr, t'as ton casoir. T'as des trucs qui t'en mettent plein la vue. Et d'ailleurs, les intégrés, ils venaient à l'école, venaient à la prépa, ils disaient voilà les jeunes, faut que vous veniez à l'école et tout. Bon, bref, ils faisaient de la pub. Et bon, je commençais à me dire, peut-être que ça m'intéresse de moins en moins. Et pour le NSG, c'est un peu par défaut. C'était une des meilleures écoles que j'ai pu avoir. J'ai fait concours fonctionnaire, donc c'était sur le concours des mines, des petites mines. Et la cartographie, ça m'intéressait de base. Je savais pas du tout que l'ENSG existait. L'ENSG pour l'École nationale des sciences géographiques. Mais mon père, lui, travaillait dans la marine au service hydrographique et océanographique de la marine. Donc, il travaillait dans la cartographie des fonds marins. Donc, il y avait un peu ce lien-là. Et puis, en voyant cette école en tant que fonctionnaire, je voyais qu'il était possible de faire des doubles diplômes, etc. Chose que je n'ai pas fait par la suite. Mais bon, c'est un peu un tas je dirais, un destin qui m'a amené ici, et j'ai aucun regret, je suis très content. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire ton école en quelques mots? Alors, tu as dit le cycle, donc tu peux juste le redire. Donc l'ENSG, c'est l'École nationale des sciences géographiques. C'est pas l'ENS Grenoble, c'est vraiment une école spécifique. D'ailleurs, à ne pas se tromper avec l'ENSG Nancy, qui doit être l'école de géomorpho ou géologie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Je dirais des petites promos. Ça, c'est top. On était à peu près. Moi, quand je suis arrivé, c'était la plus grosse promo de tous les temps, et on était 44, 45. Donc ça, c'est top, je dirais, parce que tu connais très vite tout le monde. Il y a 50% de filles, 50% de garçons. Ça aussi, je trouve ça très bien pour une école d'ingénieurs. Les locaux sont au niveau des ponts et chaussées, c'est le même bâtiment, donc c'est des locaux qui sont super et proches de Paris. Voilà les avantages. Quelle est la charge de travail à l'ENSG?
La question piège. Ouais. J'avoue que j'avais du mal à... En sortie de prépa, tu as vraiment l'impression de travailler beaucoup moins. Et surtout, tu as bien relâché la pression, donc tu n'as plus trop envie de bosser. Et bizarrement, c'est les sujets en première année, c'était les maths et la physique où j'avais des bonnes notes, mais surtout où j'aimais bien, je m'intéressais beaucoup parce que il y avait une espèce de... Ça relâchait un peu la pression au niveau de la rigueur. Ouais. Ce qui fait que je me disais, mais ça en prépa, je me serais tapé une tôle, alors que là... Donc au niveau des cours, ensuite il y avait des cours un peu plus spécifiques, un peu plus métiers, sur la géodésie, sur la photogrammétrie. Ça tu peux vite... Enfin j'étais vite un peu intéressé par ce genre de choses. Plutôt que la partie informatique, parce que cette école-là, c'est vraiment pour faire de la géomatique, qui est la contraction de géographie et d'informatique, et donc il y a beaucoup d'informatique. Et moi, j'ai pas du tout la fibre informatique, et ça m'a bien empêché pendant les études. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer une semaine typique? Par là, je veux dire, par exemple, est-ce qu'il y avait beaucoup de cours? Est-ce que c'est du 8h, 17h? Est-ce que c'est beaucoup moins de cours? Ok, ouais. On commençait à 9h tous les jours. Ok. C'était du 9h-12h30. Donc en gros, on avait 3 heures de cours le matin et une demi-heure de pause entre temps. Donc ça faisait 1h30, une demi-heure de pause. Okay. On allait au foyer où on pouvait jouer au billard ping-pong. Ouais. Ensuite 1h30. On avait tous la table, on allait manger à la cantine d'en face. Donc ça c'était top. Et ensuite on reprenait une heure après, donc à 13h30. Ouais. Et on finissait à 17h, c'était ça tous les jours. Donc il y avait pas mal de taf. Et puis après, tu as une partie partielle à la fin, enfin au milieu de l'année à la fin, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux, du coup, tu nous as déjà donné des exemples de cours concrets. Donc tu as dit il y avait donc, la géomatique et l'informatique, et c'est un peu les cours principaux. Du coup, juste, est-ce qu'il y a des humanités à l'ENSG? Par exemple, économie, management, ça c'est des trucs un peu classiques. Oui, ok. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai de la psychologie, c'est un peu plus original, mais ça dépend des écoles, parce que c'est les écoles qui choisissent en fait. Ok. Oui, on avait ça. On avait partie gestion de projet, je pense que ça, il doit y avoir dans toutes les écoles d'ingé, management, mais ça restait assez surfacique, enfin, c'était assez superficiel. Qu'est-ce qu'on avait? On avait du droit. Okay. Ouais, ça c'est pas mal aussi à l'ENSG, c'est que tu as des notions de cadastre, et donc dans les notions de cadastre, tu as des notions de droit. Et sinon, alors peut-être que ça rentre dans les notions de sciences, c'était du développement durable. Okay. Et ça c'était top. Des petits cours où c'était souvent des extérieurs qui venaient, qui présentaient un peu leurs travaux. L'ENSG, c'est une école qui n'est pas du coup généraliste, on est d'accord. Est-ce qu'il y a quand même des spécialités? Ou est-ce qu'à la fin, tous les étudiants ont le même diplôme? Bonne question. Donc dans le cursus ingénieur, tu as bien 2 années de tronc commun. Okay. Et ensuite, la 3e année, c'est une année de master, où là, justement, tu te spécialises. Moi, je me suis spécialisé plutôt dans la partie études du géoïde, donc études de la Terre. On appelle ça la géodésie. Il y avait aussi la partie télédétection et photogrammétrie, donc c'est-à-dire de reconstituer un endroit, un environnement en 3 dimensions. Okay. Et donc tu as toutes des notions d'algorithmes derrière pour caler tes images que tu as prises en amont sur le terrain et ensuite que tu retranscris sur ton ordinateur. Il y avait des spécialités informatiques que je n'ai pas faite, évidemment, parce que ça m'intéressait moins. Il y avait une autre spécialité, il y avait DDMEG, c'était plutôt développement durable. Et il y avait une dernière spécialité, mais je me souviens plus. Si, c'était IGAST, et cette partie-là, c'était plus sur l'analyse spatiale. Analyser à partir de données le territoire et comment le protéger, comment prendre des décisions à partir de ces infos-là. Ok. D'accord. Donc oui, la réponse est affirmative, il y avait des spécialités. Et donc on avait, alors à la fin, on avait quand même un diplôme d'ingénieur ENSG et un diplôme de master. Ok. Tu vois, c'était assez bizarre. Donc le master est obligatoire. Ouais, okay. C'est ça. D'accord, ok, je comprends.
Alors, quels sont les bons et les mauvais côtés de ton école, dans le sens, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant qui à la fin était positif, et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant qui finalement t'a déçu? Si tu as des choses qui te viennent là. Après, c'est vrai que moi j'étais encore une fois un peu spécial dans le sens où j'ai intégré en tant que fonctionnaire l'école, ce qui fait que j'étais payé pendant mes études. Mais donc tu signes un contrat avec l'État et donc t'as quand même des contraintes. Ouais. Et ça je le savais pas. Et typiquement pour faire un Erasmus, c'est plus compliqué. Okay. C'est tout de suite plus compliqué, donc ça c'était un peu un mauvais côté. Alors j'avais demandé de faire Erasmus en Espagne, mais donc il m'avait dit ouais pas de souci. Mais en même temps j'avais à la fin un stage de deuxième année à faire à l'étranger, et puisque ce stage-là m'intéressait beaucoup, je voulais pas zapper, et il m'avait dit faut que tu choisisses entre l'Erasmus et donc bon, tu vois, c'était un peu des. Mais alors en tant que civil, il y en a qui ont fait Erasmus, qui sont partis ensuite en VIE. Donc ça c'est plutôt le côté un peu, le côté fonctionnaire. Tu as signé un contrat avec l'État, tu peux pas faire ce que tu veux. Le mauvais côté, je dirais le sport. On n'avait pas de sport obligatoire. Ouais. Donc il fallait évidemment, t'es pendant tes études, t'es un peu jeune. T'es un peu feignant, t'as envie de rien faire. Enfin, c'était mon cas, alors, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Donc, j'ai un peu perdu là-dessus sur le sport. Et j'aurais bien voulu avoir des sections de sport, une heure ou deux dans la semaine, tu vois, qu'on ait du sport. Les avantages, j'ai parlé du campus, etc. Je trouve que c'est une école qui, comme on l'a dit, qui est assez spécialisée, ce qui fait que t'as quand même, et on le voit, tu as de plus en plus de besoin d'avoir des ingénieurs dans ce domaine-là. Et donc les débouchés sont super intéressantes, et tu peux vraiment intégrer pas mal de domaines, parce que beaucoup de domaines ont besoin de connaître un peu le territoire, d'avoir des data analystes, des géodata analystes. Enfin, bon, c'est vraiment dans des domaines qui peuvent être, tu peux pas forcément penser, mais dans le domaine de l'assurance, par exemple, tu dirais ça n'a rien à voir. Si, ils ont besoin de gens comme ça. Et donc, oui, les débouchés sont super. Et je pense que je reviens sur ce que je disais au début, c'était les petites promos, ce qui fait que tu as vite un côté un peu très social, très bon. Et aussi, un truc qui est super important dans cette école, c'est la première année. Tu pars à Fort-Calquier, donc c'est une ville dans le sud-est de la France où tu appliques toute la théorie que tu as vue pendant la première année. Et en gros, tu pars avec toute ta promo, et donc chacun prend ses Airbnb ou ses logements, et donc tu passes 10 semaines, je crois que c'était une dizaine de semaines, ça doit être ça, à Forca, au soleil. C'est pour ça. C'était très cool, et ça c'est chaque année. Et il y avait des menaces de fermer le centre, parce que ça coûte des ronds évidemment, mais je crois qu'il est toujours ouvert, et c'est vraiment cool ça. Quelle est l'ambiance en dehors des cours? Donc tu as dit petite promo, bonne ambiance. Et au niveau des associations, est-ce qu'il y a des associations MNLG? Tu peux nous en parler de certaines? Donc oui, c'est des petites promos, ce qui fait qu'on avait un BDE et un BDS. Alors il me semble qu'il y avait aussi le bureau des geeks, le bureau des icos, bref, plein de petits noms un peu sympathiques. On avait des soirées le jeudi soir, c'était à peu près toutes les 2 semaines. Ça a sûrement changé avec le Covid. Alors le BDS était pas très présent à mon époque. Il organisait principalement le week-end ski et des petites sorties escalade, mais je me souviens. Si, on a quand même fait un peu de sport, du badminton. On avait sur le campus, on avait un gymnase et on faisait du badminton le lundi soir, je crois. Mais bon, c'était pas le truc le plus développé. Et le BDE, il s'occupait principalement des soirées, du week-end denté, des soirées type cérémonie, ce genre de choses. Ce qui était sympa, on avait aussi des soirées VSP pour vin saucisson pâté. C'était un truc très terroir, chacun ramenait
dans le foyer, chacun ramenait un peu la bouffe de sa région et beaucoup de pinards. Et c'était, je pense que c'est très propre à l'ENSG. Est-ce que tu peux nous parler du campus de la ville dans lequel tu étudies? Tu en as parlé, c'est du coup avec les ponts et chaussées. Donc le campus, à quoi il ressemble? Ça a bien changé, en tout cas les horizons, mais moi j'habitais à un arrêt de RER du campus, donc c'était Noisiel, et le campus se situe à Champs-sur-Marne, sur la cité, dans la cité des Cartes, et dedans, en fait, dans un campus, donc tu as plusieurs écoles, et tu as des bureaux, en face de l'école, tu avais de la recherche, c'est l'ISTAR, dans la recherche dans le BTP, dans le béton, tu avais une école d'archi, mais j'avoue que on n'était pas, puisque j'étais pas sur le campus, j'étais pas souvent, à part pour les cours, après je rentrais, et il n'y a pas grand chose à faire sur le campus malheureusement. Il y a un bar qui s'appelle Descartes d'ailleurs, et après tu as deux, trois endroits pour manger, mais c'était pas un campus, disons qu'il n'y avait pas un bar étudiant comme on pourrait l'entendre dans d'autres écoles comme les arts ou des trucs comme ça. Tu veux faire quoi comme métier après? Enfin, du coup, là, tu fais quoi comme métier? Ok. Ouais, parce que d'habitude, tu questionnes les étudiants. Oui, c'est ça. Ok. Donc, j'ai intégré l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, en 2018, donc à la suite de mes études, et j'ai signé ma fiche de poste qui est consultant. Alors, c'est un terme que j'aime pas trop dans le sens où il est connoté. Il est connoté Capgemini, il est connoté bureau de consulting, où tu fais tes missions à droite à gauche, où il faut aller chercher un peu de l'argent. Là, c'est vraiment au sens strict du terme consultant, c'est-à-dire que tu vas consulter les personnes qui ont des besoins. Donc, c'est à la fois le commanditaire du projet qui va dire, souvent c'est les ministères. Le ministère, il a un besoin en cartographie. Il a besoin d'une cartographie pour des cas d'usage, donc par exemple l'agriculture, pour la gestion forestière. Donc, là, on travaille avec l'ONF par exemple. Ça peut être pour la prévention des risques d'inondation, par exemple. Ils ont besoin de cartographie. Et donc nous, l'idée, c'est mon travail, c'est on appelle ça de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc le commanditaire, c'est le maître d'ouvrage qui a son besoin, et moi je vais l'assister dans le domaine de la cartographie parce que c'est nous les experts dans ce domaine-là, et l'idée c'est de voir un peu ses besoins, d'en déceler des spécifications qu'on appelle plus communément cahier des charges, et à partir de ça, donc évidemment tu réitères avec le commanditaire pour voir si les besoins ont bien été compris de l'autre côté et si eux ça leur convient, et ensuite tu as une équipe de développeurs. Et tu leur dis, voilà les cahiers des charges, combien de temps ça va vous prendre, est-ce que vous avez les ressources en interne pour développer? Oui, non, non, il va falloir qu'on fasse un appel à d'autres organismes plutôt privés pour qu'ils nous aident à développer. Mais on ne consulte pas uniquement les commanditaires. Souvent les commanditaires sont, comme je disais, les ministères, donc c'est plutôt une entité centralisée. Qui a une vision sur la France, et ensuite, par contre, elle va faire appel au territoire pour appliquer ça. Et donc, on va voir aussi les gens qui vont utiliser cette cartographie. Parce qu'évidemment, c'est pas le ministre de la transition énergétique qui va utiliser l'outil. Ça va être tous les services déconcentrés. Et donc là, après, on va voir les services. On fait à la fois de l'accompagnement, c'est-à-dire voilà l'outil, voilà comment vous allez l'utiliser, et l'accompagnement en changement aussi. Ça faisait partie d'ailleurs des cours dont on parlait tout à l'heure, un peu général, dans le sens où on vous demande de faire ça, on vous responsabilise parce que vous connaissez votre territoire mieux que la personne qui est en centrale à Paris, et donc voilà vos consignes, vous avez des questions, on est là, et ensuite on peut aussi faire remonter les besoins en mode cet outil-là qu'on a pensé avec le commanditaire et aussi avec les utilisateurs, on peut le faire évoluer aussi. Et donc moi, mon travail, j'avoue que je borde un peu, mais mon travail, c'est vraiment cette interface entre le client, alors on ne parle pas vraiment de client à l'IGN puisqu'on est un service public, le partenaire qui a un besoin, et ça peut être le développement de l'outil, mais aussi la production de données. Parce que ça fait partie de l'histoire de l'IGN, c'est de produire des données géographiques pour les différents besoins. Tu fais pas mal de choses dans ce métier-là.
c'est assez intéressant. T'es pas constamment à faire la production. Tu as pas mal de casquettes. Ouais. Des fois, tu fais des appels d'offres. Des fois, tu recueilles les offres. Tu les notes. Une autre fois, tu vas devenir product owner. Donc, product owner, c'est pour faire simple, c'est vraiment ça. C'est voir si l'outil qui est en train de développer par tel prestataire correspond aux spécifications que tu as écrites. Okay. Il y a quoi d'autre? Il y a la notion qui est une de mes missions aussi d'accompagnement, donc d'aller faire de la formation. Donc là, tu vas en région, tu expliques un petit peu l'outil, je fais des formations aussi en interne à l'IGN. Donc voilà, tu as beaucoup de casquettes et c'est un métier que je cherchais quand j'étais à l'ENSG. Je voulais absolument pas, en tout bien tout honneur, enfin, je veux dire, ils font du très bon travail, les équipes en production, mais je voulais pas me retrouver dans une équipe à produire de la donnée et à travailler uniquement sur un seul projet. Okay. Là, j'ai 2-3 projets, c'est des projets super intéressants et c'est cool. Okay. Du coup, je termine toujours les vidéos par est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter auquel j'ai pas pensé à te poser la question pour les personnes qui seraient intéressées par ton école? Et si, j'ai peut-être une idée, c'est en terminale. Tu peux intégrer, alors maintenant c'est plus un BTS, mais c'est plutôt en licence directement. Le NSG a décidé de proposer une licence, c'est-à-dire que tu intègres le NSG un peu comme à l'époque pour faire BTS géomètre, mais sauf que il t'impose une 3e année, donc direct licence. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es bon en tant que BTS géomètre, tu peux passer un espèce de pseudo-concours. Je ne sais même pas si c'est vraiment un concours ou si c'est pas. C'est nommé comme un concours, mais c'est surtout une étude de dossier. Voilà. Et tu peux ensuite basculer sur l'école d'ingé sans passer par la prépa. Et je pense que ça, si tu es un peu intéressé par ce domaine, un peu c'est pas vraiment de la géographie, hein, on connaît pas tous les départements de France, hein, mais ce domaine un peu d'étude du territoire. Tu as des notions de développement durable, tu as des notions de droit, et ben je pense que c'est une super porte d'entrée plutôt que de faire une prépa générale, voire royale comme on peut te l'imposer par tes parents. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et en plus, il aura carrément de l'avance sur ce qui arrive. Peut-être pas sur une maths et la physique de première année d'ingé, mais en tout cas sur le reste des matières, il sera très fort. Et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Bon, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!